yaru ci njiit di laaj réew mi jox leen ko réew mi fi ndox daata boo demee fekk fa tëpp tëppali koo koy Aly Ngouille Ndiaye président. Merci beaucoup. Mais je voudrais tout d'abord, avant de parler de la souveraineté alimentaire, parler des problèmes que rencontrent les Sénégalais. Aujourd'hui, les Sénégalais sont confrontés à d'abord la cherté de la vie. Aujourd'hui, que ça soit dans ce que nous consommons tous les jours, soit le coût du loyer. Aujourd'hui, des problèmes que les Sénégalais ne parviennent pas, malgré les différents efforts faits ça et là, à surpasser. Nous avons également le chômage des jeunes. Le taux de chômage est passé de 12% en 2012 à 23% en 2022, ce qui est extrêmement important, rien que du fait que notre politique jusqu'ici appliquée ne parvient pas à donner peut-être à peine 15% d'emplois par rapport à ce qui vient dans le marché du travail. Notre programme vient répondre à ces différentes préoccupations. Je disais tout à l'heure que si nous considérons au Sénégal que les 10 produits que nous consommons le plus, dont le riz, le maïs, le blé, les huiles, le sucre, etc., nous ont coûté en 2022 1056 milliards d'importations. C'est extrêmement important. C'est pourquoi nous avons pensé que notre objectif numéro 1, c'est d'atteindre la souveraineté alimentaire au terme de notre premier mandat. Pour cela, nous avons mis en place une stratégie de souveraineté alimentaire qui devrait nous permettre, au terme des 5 ans, en investissant dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la foresterie, qui occupe plus de 60% des Sénégalais, un montant équivalent à peu près 1000 milliards par an. Ceci devrait nous permettre d'atteindre nos objectifs. Pas forcément d'autosuffisance en tout, mais de souveraineté alimentaire. Nous serons autosuffisants en riz, nous serons autosuffisants en maïs, nous serons autosuffisants en légumes, fruits et légumes. Et aujourd'hui, c'est un ensemble d'éléments. Nous ne serons peut-être pas autosuffisants en blé, mais nous aurons déjà produit une partie de notre production, de même que pour l'huile végétale. Voici ce qui explique notre choix. Nous serons également autosuffisants dans le secteur de l'élevage, parce que nous importons également de la viande de consommation, nous importons de la viande de Tabaski, des moutons de Tabaski. Donc tout ça, nous devons être autosuffisants. Nous aurons également un aspect important, c'est le volet de la pêche, qui également aujourd'hui doit jouer un grand rôle dans nos programmes. Dans le cadre de la souveraineté alimentaire, nous avons constaté, et bien des études l'ont prouvé, du CROT, donc notamment de l'ISRA, que nos ressources halieutiques sont surexploitées. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons envisagé, toujours dans cette recherche de souveraineté alimentaire, de refaire un état des lieux de l'ensemble des licences et des accords de pêche. Nous n'excluons pas, par ordre de priorité, d'annuler les accords de pêche, de limiter en tout cas les quantités qui sont exploitées par ceux qui sont titulaires de licence, pour que la pêche artisanale, qui occupe une bonne partie de nos pêcheurs, puisse être un élément important qui devrait retenir les jeunes dans ce pays et également nous pousser vers la souveraineté alimentaire. Dans le domaine de l'éducation, il est important, déjà pour moi, parce qu'on a toujours posé le problème de l'employabilité des jeunes. Les jeunes ne parviennent pas à trouver un emploi parce que des fois leur formation n'est pas forcément en adéquation avec l'emploi qu'ils trouvent sur place. Nous avons envisagé dans tous les chefs-lieux de département et dans certaines villes qui sont peut-être même pas chefs-lieux de département, nous avons envisagé de mettre en place des écoles de formation, enseignement supérieur. Aujourd'hui, je vous donne un cas très simple. Il n'est pas concevable qu'un département comme Pikine, qu'un département comme Keur Massar ne puisse pas avoir d'instituts supérieurs pour former les jeunes à des métiers. Il est également important de le faire dans tous les départements. Donc on va changer les curricula. Ça, c'est ce qui concerne l'enseignement classique que nous connaissons. Mais en ce qui concerne également l'enseignement dans les daara, nous avons envisagé, même s'il faut regarder certains aspects de la Constitution qui le concernent, parce que l'éducation, c'est également du ressort de l'État. Nous avons constaté que 20% des jeunes qui vont à l'école sont dans les daara même classiques. Ça fait plus de 1 200 000 personnes, alors que de l'autre côté, dans les écoles classiques, nous avons 4 millions d'élèves. Les 4 millions d'élèves coûtent à l'État 945 milliards. C'est pourquoi nous avons envisagé une prise en charge progressive de ces enfants dans les daara pour pouvoir les permettre également de faire
faire une formation dans les daras, une formation également au niveau de l'artisanat et pourquoi pas pouvoir, dès qu'ils auront fini, d'être suffisamment formés pour être employés dans les différents secteurs. Donc au niveau des daras, j'ai envisagé dès 2024 par une loi de finances rectificative de leur attribuer au moins un budget de 60 milliards. Je disais dans mes interventions que les 30 milliards, donc la moitié du budget, devraient permettre de recruter 25 000 enseignants donc dans ces daras et l'autre moitié devrait permettre également de les alimenter et de les aider dans leur habitat. Ceci nous a comme autre conséquence la réduction de la mendicité pour que les enfants puissent rester dans les daras. Le chômage, il est là, je disais tout à l'heure que 23%, il est de 23%, c'est important. Et aujourd'hui, nous avons constaté, rien que dans le domaine de la pêche, nous avons vu aujourd'hui beaucoup de jeunes qui passent par la mer avec l'aide des capitaines de pirogues pour voyager. Pourquoi ces capitaines le font? C'est parce qu'ils n'ont plus de ressources. Aujourd'hui, ils n'ont plus de ressources parce que la ressource est surexploitée. C'est pourquoi j'avais dit tout à l'heure que nous allons envisager de faire des changements. Mais nous pensons que pour créer de l'emploi, il faut aujourd'hui miser sur l'agriculture, pour lequel j'ai déjà pensé qu'il est possible de faire 1 million d'emplois et d'avoir sur l'industrie. Et pour l'industrie, nous envisageons de mettre en place un fonds d'impulsion de l'industrie. J'ai été ministre de l'industrie pendant 5 ans. Je sais les contraintes qu'il y a dans l'industrie. D'abord, c'est des contraintes de place. Nous avons également des contraintes d'investissement. Donc, nous envisageons de faire des zones industrielles dans chaque chef-lieu de département et c'est important avec ces zones industrielles de pouvoir, avec un fonds d'impulsion qu'on veut créer dès 2024 en faisant la loi de finances rectificative, nous voulons lui allouer un fonds de 200 milliards, ce qui nous permettra de pouvoir, comment dirais-je, aider les jeunes à avoir également de l'emploi en couplant la production et l'industrie. Pour la santé, c'est également un secteur extrêmement important. Vous savez, au Sénégal, nous avons jusqu'à présent, malgré les investissements qu'il y a dans certains endroits, nous avons une bonne partie de la population qui est confrontée à des problèmes de santé. Ils veulent se soigner, ils ne savent pas où aller, ou bien ils vont aller loin. Et quand ils vont aller loin, des fois, ils ne trouvent même pas d'infirmiers, ils ne trouvent même pas de médicaments. C'est ça la réalité sur le terrain. Donc c'est pourquoi nous avons envisagé au niveau de la santé, d'abord pour le troisième âge, de faire aujourd'hui un système qui permet un suivi plus rapproché donc, de toutes ces personnes. Nous avons envisagé, toujours dans le secteur médical, de supprimer les cases de santé pour mettre en place des postes de santé. Nous souhaitons le faire dans tous les 5 km pour éviter que des femmes, aujourd'hui, ne puissent être sur des charrettes, aller accoucher à 10 km, ce qui cause aujourd'hui beaucoup de mortalité, aussi bien chez eux que chez les enfants. Nous avons également envisagé de mettre des hôpitaux dans tous les chefs-lieux de département, c'est important, mais surtout de relever le plateau médical. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question que quelqu'un puisse, ne serait-ce que pour faire une radio, faire 70 km ou 100 km pour faire une radio et revenir. Ça coûte trop cher et je pense qu'aujourd'hui, on doit investir dans ce secteur. Des scanners et des radios, des laboratoires ne doivent pas être un luxe pour un hôpital. Pour l'artisanat a également un rôle important. Nous voulons que l'artisanat soit une école de la seconde chance. Là également, je m'explique. Vous savez, des enfants sont mis dans les écoles. Des fois, ils y font 6 ans, ils y font 10 ans, ils ne parviennent pas à mémoriser quelque chose. On les sort, on les met dans l'artisanat. Au bout d'une dizaine d'années, peut-être des fois même moins, ils parviennent à avoir un métier, ils parviennent à être bien formés. C'est pourquoi nous pensons qu'avec l'artisanat, doit être une école de la seconde chance. Et à ce niveau, ce que nous voulons faire, c'est très simple. Dans le cadre de cette LFR dont je parle, qui devrait concerner 10% du budget, nous envisageons d'aider les 21 corps de métiers d'artisanat qui ont été répertoriés pour aider dans le cadre de la formation, dans le cadre des investissements, parce que évaluation également de ces jeunes qui seront formés pour qu'au terme de leur formation, qu'ils puissent avoir des diplômes, bien que étant de l'artisanat, je parle des menuisiers, je parle des tailleurs, et ce qui leur permettrait d'avoir du travail beaucoup plus facilement. La sécurité, elle est importante, elle est extrêmement importante, parce que sans la sécurité, on ne peut rien faire. Mais je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, la première sécurité, c'est d'abord le manger correct, c'est d'abord la sécurité alimentaire. Maintenant, de l'autre côté, nous devons renforcer les corps, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, que ce soit l'armée, mais de faire de sorte que la police
et la gendarmerie soit à côté des populations. Ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut renforcer les effectifs, renforcer les équipements pour qu'au moins chaque grande ville déjà ou chaque chef-lieu de département dispose d'un commissariat de police, mais surtout dans les grandes agglomérations, que chaque commune puisse disposer d'un commissariat. C'est important. C'est le cas de Dakar, c'est également le cas de Touba. Au niveau de Touba, nous pensons qu'il nous faut au minimum, nous avions pensé, une dizaine de commissariats pour pouvoir bien mailler Dakar. En parlant de la souveraineté alimentaire, c'est un élément d'une extrême importance pour nous. Nous avons constaté que dans le budget qui a été récemment approuvé par l'Assemblée nationale, si vous prenez l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'industrie, c'est un budget de 366 milliards. Ce budget-là est moins important que celui de l'intérieur, beaucoup moins important que celui de l'armée, moins important que celui de l'enseignement supérieur, beaucoup moins important que celui de l'éducation nationale. Nous pensons que c'est ce qui justifie d'ailleurs notre volonté de faire, dès notre prise de service, un réaménagement budgétaire où nous allons reprendre 10% du budget pour 300 milliards, ce qui fera un montant de 700 milliards. Les 300 milliards seront réservés au secteur de la souveraineté alimentaire. Vous savez, ces dernières années, nous faisions face, depuis 2014, si ma mémoire est bonne, à des régulations que nous voulons dans le secteur de l'habitat. Nous ne parvenons pas à réguler l'habitat parce que tout simplement, nous avons de fortes différences entre l'offre de logement et la demande de logement. Au Sénégal, il est estimé un déficit de logement de 500 000 unités. Donc 500 000 unités, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas 100 000 qui règle le problème. Parce que chaque année, nous avons d'abord un nouveau besoin qui vient. Nous pensons que pour régler ce problème déjà, nous fixons un objectif de régler déjà au terme de notre mandat le déficit. Ce qui fait que la seule chose qui nous restera au terme de notre mandat, c'est le surplus qui a été créé ces 5 prochaines années. Pour cela, nous envisageons la réalisation de 250 000 logements, donc à raison de 50 000 logements par an, et l'aménagement de 250 000 parcelles pour permettre l'autoconstruction. Et ceci concerne tout le Sénégal. C'est ce qui nous permettra aujourd'hui de résorber, de faire une offre de logement importante. Et quand l'offre est importante, la demande sera en adéquation avec l'offre et par conséquent, les prix vont certainement diminuer. Vous savez, quand nous parcourons le Sénégal, nous voyons que les femmes sont de très grandes travailleuses et également dans le milieu rural, elles travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. C'est pourquoi nous avons pensé qu'au terme de notre mandat, nous ne devons plus voir des femmes souffrir en pilant le mil, également dans des travaux d'exorde de l'eau. Tout ça là, nous voulons le supprimer. C'est pourquoi nous envisageons de faire des investissements importants pour que ces femmes du monde rural soient allégées de ces lourds fardeaux. Ça, c'est d'abord quelque chose d'extrêmement important que nous allons envisager de faire. En milieu également urbain, notamment pour les femmes qui sont aujourd'hui dans le monde du travail formel, nous envisageons également d'augmenter le congé de maternité à 4 mois. Au lieu des 3 actuellement. Ça, c'est également pour nous quelque chose d'important pour mieux permettre à la femme de prendre en charge les bébés. Ça, c'est extrêmement. Nous envisageons également de mettre en place des fonds importants pour financer les projets des femmes. Mais par contre, là, je veux être très clair. L'approche pour moi, ce n'est pas que l'État finance. L'État n'a pas pour rôle de financer directement ces femmes-là, mais nous allons mettre des fonds importants qui permettront de bonifier les intérêts. Comme ça, les banques pourront accompagner les femmes avec des garanties disponibles. Un intérêt bonifié, les femmes pourront travailler avec des montants plus importants, des crédits plus longs et également des taux d'intérêt beaucoup plus concessionnels. Donc c'est ça aujourd'hui que nous envisageons de faire pour les femmes et c'est important. Mais enfin, compte tenu également de ce que les femmes ont montré dans le monde du travail, surtout dans le monde professionnel, nous envisageons de faire, et ce n'est pas démagogique, un gouvernement paritaire si nous sommes élus à la tête de ce pays au soir du 24 mars 2024. Le 24 mars, nous avons un programme qui règle les problèmes des Sénégalais. Nous appelons les Sénégalais à voter pour la coalition Aly Ngouille. Voter pour moi, c'est répondre aux préoccupations posées par les Sénégalais. C'est répondre et confier le pays à quelqu'un qui a une expérience et qui a un vécu. Il y a une expérience qui a un vécu, qui peut aujourd'hui réconcilier les Sénégalais. Et c'est surtout ça qui est important.
Aly Ngouille Ndiaye de ak si nga